Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous parlons sécurité avec le retour au pays des 650 soldats togolais de la MINUSMA. Pendant 2 ans, ils ont contribué à la pacification dans la région de Mopti, au centre Mali. Nous y reviendrons dans cette édition. L'agriculture nous intéresse également dans ce journal. Les zones d'aménagement agricole planifiées ayant fait leur preuve, les autorités togolaises tablent désormais sur un nouveau projet d'envergure visant à transformer et à moderniser davantage le secteur agricole. Au-delà de nos frontières, au Madagascar, à moins de 72 heures du début des élections présidentielles, 6 candidats de l'opposition, dont 2 anciens présidents, ont déclaré hier lundi ne plus vouloir participer au scrutin. Ils invitent également les Malgaches à rester chez eux, vous le verrez. Puis dans le reste de l'actualité, nous irons en Guinée. Les travaux du procès portant sur le massacre du 28 septembre 2009 ont repris hier lundi. Ceci alors que Claude Pivy, l'un des principaux accusés, est toujours en cavale des avocats, s'inquiètent donc pour leur propre sécurité. C'est tout pour le titre de ce soir. Restez avec nous, le développement c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Après avoir intégré le Commonwealth, le Togo est désormais et officiellement membre du Commonwealth Games Federation. L'adhésion du pays a été validée lors de la récente assemblée générale de l'institution. Que signifie donc cette nouvelle adhésion pour le Togo? Quels en sont les éventuels avantages? On écoute les précisions signées Gloire Lodonou. Le Togo a franchi une nouvelle étape dans son intégration au Commonwealth, une organisation intergouvernementale composée de 54 pays, dont la plupart ont un lien historique avec le Royaume-Uni. Le pays vient d'adhérer à la Commonwealth Games Federation, l'instance qui organise les Jeux du Commonwealth, un événement sportif qui réunit tous les 4 ans les athlètes des pays membres du Commonwealth. Cette adhésion a été officialisée lors de l'Assemblée générale de la Commonwealth Games Federation qui s'est tenue du 11 au 14 novembre 2023 au Singapour. Le président du comité national olympique du Togo, Teladem Akbaki, a représenté le Togo à cette occasion et a reçu le drapeau du Commonwealth des mains du président de la CGF, Dame Louise Martin. Le Togo pourra ainsi participer aux prochains Jeux du Commonwealth qui auront lieu en 2026 à Birmingham, au Royaume-Uni. Les Jeux du Commonwealth sont une occasion de promouvoir le sport, la jeunesse, la diversité, l'inclusion et la solidarité entre les peuples du Commonwealth. Le Togo pourra ainsi faire connaître ses talents sportifs, partager ses valeurs et sa culture et se faire des amis à travers le monde. Le Togo fait donc partie de la famille du Commonwealth qui s'est unie par le sport. La sécurité est également au rendez-vous dans cette édition. Là, nous parlons du retour des 650 soldats togolais de la MINUSMA. La mission étant achevée en octobre dernier, ceux-ci sont finalement de retour au pays. Dans le reportage qui suit, retrouvez les informations sur les principales missions auxquelles ont été affectés ces différents soldats. Reportage signé Nadège Arlidia. Ils sont au total 650 soldats à rejoindre le Bercail ce lundi 13 novembre 2023. Ce retour marque la fin de leur mission entamée depuis 2013 dans le maintien de la paix au Mali. Sur le terrain, les soldats togolais ont eu à effectuer un nombre important d'opérations. Parmi celles-ci, l'on note principalement l'opération de sécurisation baptisée Beaver. Elle a eu lieu dans la région de Djouanta en 2021 et a favorisé le dialogue intercommunautaire. L'on compte également celle dénommée Mongoose, qui est l'autre, s'est effectuée dans la plupart des régions du centre et du nord-ouest du Mali. Elle a notamment démontré la capacité collaborative des casques bleus togolais avec leurs confrères d'autres nationalités. Une autre opération, tout aussi importante, qu'ils ont eu à conduire est Foradji 2. Menée en 2018, elle a plus profité aux femmes et aux enfants qui ont bénéficié de soins médicaux gratuits grâce au personnel féminin. À leur début, le bataillon comptait 850 policiers et militaires, hommes et femmes confondus. Ensuite, il est passé à 650 à 2021. Ces derniers ont eu à intervenir dans plusieurs localités comme Djouanta la dernière, Bandiagara, Gossi, Diabali, Koro et bien d'autres. Aussi,
Le bataillon togolais dans la lutte pour la stabilité et la sécurité au Mali a conduit 15 000 patrouilles et opérations selon les chiffres de l'ONU. Pour avoir mené un combat irréprochable, ces soldats avaient été remerciés par l'organisation dans sa récente publication. À noter que ce retrait ne représente pas l'atteinte de l'objectif final. Au vu des réalités, c'est la situation qui oblige le Mali traverse des situations de plus en plus difficiles à gérer. Entre tiraillements, entre les différentes parties présentes sur le sol malien, armées régulières, djihadistes et réparatistes, et la remise en cause de l'efficacité de la mission par les militaires qui ont pris le pouvoir, la MINUSMA se trouve dans l'obligation de se retirer. Elle s'est donnée d'ici fin de l'année 2023 pour s'effacer totalement du territoire. Dans le reste de l'actualité, le Conseil, autant pour moi, de l'Union européenne a annoncé la mise en place d'une plateforme de visa Schengen en ligne. L'institution remplace ainsi les vignettes traditionnelles par un nouveau visa numérique et prévoit un système de contrôle des entrées et sorties en 2024. On écoute les détails de Harold Messan-Atto. Une nouveauté dans le monde des voyages vient d'être dévoilée par le Conseil de l'Union européenne. En effet, la mise en place d'une plateforme de visa Schengen en ligne marque un changement majeur pour le processus de demande de visa pour les pays de l'espace Schengen, simplifiant considérablement les procédures. Les vignettes traditionnelles seront remplacées par un visa numérique présenté sous la forme d'un code-barre. Les rendez-vous en personne pour les demandes de visa seront désormais réservés à des cas spécifiques comme les premières demandes et les renouvellements de passeports. À noter également le déploiement prévu d'un système de contrôle des entrées et des sorties fin 2024 pour les ressortissants de pays tiers. Ce système intégrera des données biométriques pour renforcer la sécurité. Ces changements marquent une nouvelle ère dans l'expérience des voyageurs, visant à rendre les processus plus simples et plus sûrs pour tous. Avec la démocratisation des démarches administratives en ligne au Togo, notamment pour les demandes de casier judiciaire et de passeport, ces nouvelles règles pourraient bénéficier à de nombreux voyageurs en facilitant des procédures parfois longues et compliquées. Bien que la date précise de l'application de ces nouvelles règles reste inconnue, cette initiative promet une modernisation du système de visa Schengen, permettant des démarches plus rapides et plus efficaces pour les voyageurs du monde entier. L'accueil réservé au sein des différentes institutions, qu'elles soient publiques ou privées, a souvent été sujet controversé. Ce mardi, nous étions sur le terrain pour recueillir l'avis de certains citoyens quant à l'accueil réservé dans certains centres hospitaliers de la capitale Lomé. Voici le compte rendu signé Jessica Rallo et Ange Sénat. L'accueil dans les hôpitaux est un élément crucial pour assurer une expérience de soins positive et rassurante pour les patients. Cependant, il arrive parfois que les patients se retrouvent confrontés à de mauvais accueils, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur bien-être et leur perception des soins médicaux. Selon certains patients, ce traitement serait dû des fois à leur niveau ou situation sociale. Nous sommes mal accueillis dans nos hôpitaux, surtout quand vous avez très peu de moyens et que l'achat des traitements pose problème. Pourtant, ils s'occupent bien des personnes aisées. Nous aimerions qu'ils aient la décence de nous offrir également les traitements qu'il faut avec le peu de moyens dont nous disposons. Une fois guéris, nous payerons. Dans certains hôpitaux, nous souffrons. Le personnel ne nous accueille pas bien du tout. Pourtant, dans d'autres centres de santé, ce n'est pas ainsi. On nous traite très bien. On met à notre disposition des télés pour aider le malade à se divertir. Certains nous parlent mal et d'autres reconnaissent leurs torts et s'excusent. Mais d'autres nous crient littéralement dessus. Peu importe la maladie, quand tu te rends dans les hôpitaux, on te soigne bien. Mais s'ils ne sont pas en mesure, ils te dirigent vers un autre centre capable de t'aider efficacement. Et quand nous nous y rendons, nous sommes bien accueillis. Les endroits où je me rends, je suis bien traitée. Quand j'étais enceinte, les médecins vers lesquels je m'étais tournée m'ont bien accueillie, conseillée et traitée. Même lors de mon accouchement, il n'y a eu aucun problème.
Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre les contraintes organisationnelles et les besoins des patients. Des mesures peuvent être prises pour améliorer l'accueil dans les hôpitaux, telles que la formation du personnel sur la communication et l'empathie. C'est l'une des raisons de la nouvelle tournée du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, SANFO. Au cours de cette tournée, ils sensibilisent médecins et soignants contre les mauvaises pratiques et les mauvais accueils dans les formations sanitaires. Nous poursuivons avec la santé à présent. Dans le reportage qui suit, nous évoquons un problème de santé auquel est généralement confrontée les femmes enceintes. Il s'agit du diabète gestationnel. Comment se manifeste cette pathologie? Quelles en sont les causes éventuelles, mais également les pistes de traitement? On écoute ces explications recueillies par Claire Gagnon. Troubles de la tolérance au sucre avec une augmentation de la glycémie apparaissant au cours de la grossesse et diagnostiqués pour la première fois au cours de la même période, le diabète gestationnel complique environ 2 à 7% des grossesses. Plusieurs éléments sont susceptibles d'accroître le risque d'apparition de ce diabète chez la femme enceinte selon les experts. Les femmes qui sont à risque de développer le diabète gestationnel sont souvent des femmes âgées de plus de 35 ans, qui sont en surpoids, qui ont un antécédent de diabète dans la famille ou également qui ont déjà eu une grossesse où le poids du bébé est supérieur à 4 kg. Certaines ont présenté des cas de mort du fœtus dans l'utérus sans qu'une cause soit déterminée. Donc, ce sont des facteurs qu'on retrouve le plus souvent chez des femmes présentant le diabète gestationnel. Parlons de son impact. Le diabète gestationnel peut entraîner le décollement du placenta, l'accouchement prématuré, la prééclampsie, l'hypertension et le diabète de type 2 chez la mère. Pour le bébé, cela peut conduire à des problèmes de croissance, des difficultés respiratoires à la naissance, un risque accru d'obésité et de diabète ultérieur entre autres. Revenons à son traitement. Une option médicamenteuse peut être choisie. Il faut savoir qu'il existe plusieurs options thérapeutiques. Un dépistage précoce va permettre de faire rapidement le traitement. Donc, pour le traitement, c'est surtout l'insulinothérapie. Lorsque le diagnostic est confirmé, il faut aller à l'insulinothérapie, puisque les antidiabétiques par voie orale, c'est-à-dire les comprimés, sont contre-indiqués, peuvent être responsables de malformations chez les fœtus. Donc, c'est l'insuline surtout. Donc, avant d'arriver à l'insuline, il faut savoir quand même qu'il y a les mesures alimentaires, telles que éliminer les grignotages et également avoir une alimentation équilibrée. En outre, une alimentation équilibrée pour la femme enceinte et une activité physique adaptée au stade de la grossesse peuvent être de meilleurs remèdes à cette pathologie. Par ailleurs, il est important de souligner que pour une prise en charge optimale, le dépistage demeure la voie à privilégier. Et nous parlons agriculture avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières. Un nouveau projet d'envergure se prépare pour le secteur agricole togolais. Les APA ayant affiché les résultats satisfaisants, les autorités togolaises veulent transformer et moderniser le dit secteur en travaillant entre autres sur l'eau, la mécanisation ainsi que sur les étrons. On écoute les précisions de Nadège Arlidja et de Promise Bomembe. Les zones d'aménagement agricole planifiées ZAP s'inscrivent dans la perspective de renforcer la sécurité alimentaire, améliorer les conditions de vie des producteurs et faire du Togo un pôle d'excellence d'exportation des produits agricoles. Ces dernières, depuis leur mise en exploitation, ont enregistré des résultats remarquables selon les conclusions des différentes missions d'analyse des performances. La zone d'aménagement agricole planifiée d'Agnon, par exemple, a réussi à passer d'une production de 600 kg par hectare en 2020 à 3 tonnes par hectare aujourd'hui grâce à un soutien en matière de mécanisation et de structuration. Il est maintenant question pour le pays de travailler sur un projet d'envergure visant à transformer et moderniser son secteur agricole. Ce projet en cours d'élaboration devra bénéficier de l'appui de la Banque mondiale avec un montant
estimé à 100 millions de dollars. L'initiative de modernisation du secteur agricole devrait couvrir la période de 2024 à 2030 et prendra en compte la maîtrise de l'eau, la mécanisation des opérations agricoles, les technologies éprouvées, les intrants de qualité et la transformation des produits agricoles. Rappelons que le secteur agricole représente plus de 40% du PIB togolais et occupe plus de 65% de la population active. Autre chose, le présent projet démarre quelques années après le projet d'appui au secteur agricole qui a impacté plus de 150 000 agriculteurs et qui a aussi bénéficié de l'appui de l'institution de Bretton Woods. Il a tenu entre 2010 et 2020 avec un coût global de 45 millions de dollars. Au-delà de nos frontières, nous commençons avec le Mali. Après une série d'opérations terrestres et aériennes, les forces armées maliennes ont repris la région de Kidal dans le nord du pays, bastion de la rébellion Touareg. L'annonce a été faite dans la journée de ce mardi par le chef de la junte au pouvoir, Assimi Goïta. Voici le compte rendu. L'armée malienne a pris la ville stratégique de Kidal au groupe rebelle Touareg. L'insoumission de cette ville et de sa région était un motif ancien d'irritation à Bamako, y compris chez les militaires qui ont fait de la restauration de la souveraineté territoriale leur leitmotiv. Le communiqué du colonel Assimi Goïta annonçant la reprise de ce foyer historique des insurrections a été lu à la télévision nationale. 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. Cette annonce parachève une offensive terrestre et aérienne lancée en fin de semaine passée. Les groupes rebelles avaient repris les hostilités en août. Le retrait de la mission de l'ONU a déclenché une course au contrôle du vaste territoire du Nord. Avec l'arrivée des FAMA à Kidal, des opérations sont encore en cours pour la sécurisation de cette ville. À l'heure actuelle, l'armée contrôlerait en particulier la piste aérienne et le camp récemment évacué par la mission de l'ONU. Les rebelles séparatistes ont fait couper vendredi le réseau de téléphone alors que l'armée progressait vers la ville. Autre actualité, on en parlait également dans les titres. Malgré l'absence de Claude Pivy en cavale depuis le 4 novembre dernier, étant l'un des principaux accusés dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, les travaux du procès portant sur l'affaire ont repris hier lundi. Des craintes ont été évoquées en lien avec la menace que constitue le fugitif. La loi dit. Le procès du massacre de septembre 2009 en Guinée a repris lundi à Conakry après 3 semaines de suspension. Une reprise sur fond d'opération commando qui a fait passagèrement sortir de prison des accusés le 4 novembre. Le raid a fait 9 morts. 3 des accusés, dont Moussa Dadis Camara, ont été repris le même jour. L'un d'eux est toujours dans la nature. L'absence d'un accusé représente toujours une insuffisance parce que, comme vous le savez, le colonel Pivy, c'est un des accusés pas les moindres. Donc son témoignage peut constituer une substance essentielle pour la manifestation de la vérité. Redoutant les capacités de nuisance du fugitif, plusieurs avocats au procès des parties civiles comme de la défense ont exprimé des craintes pour leur sécurité. Écoutez, quand un commando vient en pleine capitale exfiltrer 4 accusés, je pense que c'est un motif suffisant d'avoir peur, d'être inquiet par rapport à la suite de ce procès. Raison pour laquelle nous avons interpellé les autorités afin que le fugitif le plus recherché de la Guinée soit retrouvé, afin qu'il puisse comparaître et répondre de ses actes. Parce que nous savons tous la capacité de nuisance du colonel Claude Pivy qui a servi l'armée depuis 1985. Je suis allé directement au but, constatant une défaillance au niveau de l'appel. Et j'ai vu que mon client était non présent dans la salle, raison pour laquelle j'ai demandé au tribunal de s'adresser au parquet, au ministère public, afin que nous sachions où se trouve le client, colonel Claude Pivy, qui n'a pas répondu à l'appel du tribunal. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées lors d'un rassemblement de l'opposition en Guinée en 2009, selon une enquête de l'ONU.
Ce mardi, les Libériens étaient aux urnes pour le compte du second tour de la présidentielle opposant George Weah, le président actuel sortant, au vétéran Joseph Boakai. Quelques avis ont été recueillis au sein de certains centres de vote et voici le compte-rendu. Les Libériens votent ce mardi pour décider s'ils reconduisent à la présidence l'ancienne gloire du foot George Weah, au bilan critiqué, ou s'ils lui préfèrent le vétéran Joseph Boakai malgré son âge. Comme de nombreux électeurs, Bestman Touadeya est venu voter à Monrovia. Il estime que cette élection sera décisive. Cette élection va décider de l'avenir de ce pays. C'est pourquoi elle est si importante. Ce que j'attends de cette élection, c'est qu'elle soit libre, juste et transparente et qu'à la fin, le vainqueur devienne le président de ce pays pour les 6 prochaines années. Chaque citoyen du Libéria doit exprimer sa volonté politique et surtout je tiens à dire au peuple libérien que ces élections doivent être libres et équitables. Nous ne voulons pas de bagarre, nous ne voulons pas d'affrontement. Je voudrais demander à ce que tous les citoyens puissent faire valoir leur volonté politique. Cette élection est la première organisée sans la présence de la mission des Nations Unies au Libéria, créée en 2003, pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait plus de 250 000 morts entre 1989 et 2003 et dont le souvenir reste vivace. Et à 2 jours du scrutin présidentiel au Madagascar, la tension demeure encore au sein de la classe politique. Lundi, 6 candidats jusque-là en lice, dont 2 anciens présidents, ont annoncé leur retrait de la course et ils appellent également les citoyens malgaches à boycotter le scrutin présidentiel. On écoute les précisions avec ce reportage. À moins de 72 heures de l'ouverture des bureaux de vote à Madagascar, 6 candidats de l'opposition, dont 2 anciens présidents, ont déclaré lundi ne pas vouloir participer à l'élection présidentielle. Ils invitent les Malgaches à rester chez eux. L'objectif, c'est toujours de dire à la population, surtout les voteurs, de ne pas aller voter. Engagé lui aussi contre le processus électoral, l'ex-président Eri Rajaonarimampianina ne croit pas dans la sincérité du scrutin. C'est vraiment une élection avec, je veux dire, un forcing d'un candidat pour pouvoir être élu. Donc ce n'est qu'une mascarade. Cet ancien dirigeant de la Grande Île fait clairement allusion au président sortant André Rajoelina, mais les Malgaches semblent partagés sur la question du boycott. On ne peut pas inciter les gens à ne pas voter, parce que les Malgaches ont le droit de voter. Non. Je ne vais pas voter, je dis parce que c'est pas bien. Madagascar est en proie à des manifestations et violences depuis l'annonce de la candidature de André Rajoelina pour un second mandat présidentiel. L'opposition menée par un collectif de 10 candidats ne manque pas de mots par ailleurs pour décrier les intentions du président. Ce dernier les a accusés récemment de vouloir semer le chaos dans le pays. Ainsi s'achève donc l'édition de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée et d'ici là, portez-vous bien.